La dernière fois que mon fils est venu chez moi, il a volé mon chauffage. C'était janvier. Il faisait -3 degrés dehors. Il est entré, m'a serré dans ses bras avec cette odeur de sueur et de cendre, m'a dit qu'il m'aimait et il est sorti en emportant l'appareil sous le bras. Je suis restée assise sur le canapé, tremblante, enroulée dans 2 vieilles couvertures, regardant la marque rectangulaire de poussière sur le sol où le chauffage se trouvait habituellement. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais plus de larmes pour ça. Je me suis juste demandé, pour la première fois en des décennies, si ça valait encore la peine de garder cette porte déverrouillée. Je m'appelle Bérangère Lormier. J'ai 68 ans et j'habite à Saint-Aubran, une ville si petite que vous n'en avez jamais entendu parler, mais où tout le monde connaît l'histoire de tout le monde. Je vis seule dans un appartement au-dessus d'une boulangerie qui a fermé il y a 7 ans. L'odeur du pain fraîchement cuit vit encore dans les murs, comme un fantôme réconfortant du passé. Mon fils unique s'appelle Émeric. Il a 42 ans. Et il me tue petit à petit, sans avoir besoin de poser un doigt sur moi. Tout a commencé d'une manière si simple que je n'ai même pas remarqué quand sa vie a commencé à s'effondrer. Émeric a toujours été sensible, différent des autres garçons. Quand son père est mort, il n'avait que 9 ans. C'était un accident de voiture sur une route mouillée entre ici et Valroux-les-Bois. Du jour au lendemain, nous ne sommes plus que tous les deux contre le monde. Je travaillais en double poste dans une conserverie et je nettoyais des bureaux la nuit pour payer les factures. Émeric a grandi en voyant sa mère partir avant le lever du soleil et revenir quand la lune était déjà haute. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais rien demandé. C'était un garçon tranquille, au regard profond, qui passait des heures à dessiner seul dans sa chambre. Je pensais que je m'en sortais. Je pensais que mon amour suffisait. Je pensais que tant qu'il y avait de la nourriture sur la table et un toit au-dessus de nos têtes, tout irait bien. Je me trompais. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, c'est quand Émeric avait 23 ans. Il avait trouvé un emploi dans un garage mécanique à Montferrat-du-Lac, la ville voisine. Il semblait aller bien. Mais il a commencé à rentrer de plus en plus tard. Ses yeux ont changé. Ils sont devenus vitreux, distants, comme s'il regardait quelque chose que lui seul pouvait voir. Je lui demandais si tout allait bien, et il répondait avec un sourire fatigué qui n'atteignait pas ses yeux. Il disait que c'était juste la fatigue du travail. Je voulais le croire. Les mères veulent toujours croire. Ensuite sont venues les demandes d'argent, petites au début, 20 € ici, 50 là, toujours avec une excuse raisonnable. La voiture est tombée en panne. Je dois payer une dette pour un ami. J'ai oublié mon portefeuille au travail. Je donnais toujours. Parce que c'était mon fils. Parce qu'il était tout ce qui me restait dans ce monde. Parce que l'amour d'une mère ne sait pas dire non quand elle voit son propre sang demander de l'aide. Mais les demandes sont devenues de plus en plus importantes. Et les excuses de plus en plus faibles. Jusqu'à ce qu'un jour, il arrête simplement d'inventer des excuses. C'était un mardi de novembre. Je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de la mort de son père. J'étais dans la cuisine en train de préparer un gâteau, celui que je faisais chaque année pour honorer sa mémoire. Émeric est entré sans frapper. Ses yeux étaient injectés de sang, ses mains tremblaient. Il est allé droit au but. Il avait besoin de 200 €. Immédiatement. J'ai dit que je n'en avais pas. Il a fouillé mon sac là, devant moi, jetant tout par terre. Portefeuille, mouchoir, médicaments, tout éparpillé sur le sol froid de la cuisine. Il a trouvé 85 €. Il a tout pris. Avant de partir, il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. C'était du désespoir pur, comme s'il se noyait et que j'étais le seul morceau de bois flottant dans l'océan. Il a dit « Pardon, maman. Je vais te rembourser. Je te le promets. » Je savais qu'il ne le ferait pas, mais j'ai hoché la tête quand même. C'était la première de nombreuses fois. Émeric a commencé à apparaître par surprise, ayant toujours besoin de quelque chose. De l'argent, de la nourriture, un endroit pour dormir. Parfois, il restait des jours sur mon canapé, tremblant, transpirant, parlant tout seul. Je m'occupais de lui comme je le faisais quand il était enfant et qu'il tombait malade. Je mettais des serviettes humides sur son front, je faisais de la soupe,
Je tenais sa main pendant qu'il criait des choses insensées au milieu de la nuit. Mes voisins ont commencé à se plaindre du bruit. Madame Margot, qui habite juste en dessous, a frappé à ma porte un matin et a dit que si ça ne s'arrêtait pas, elle appellerait la police. J'ai promis que je m'occuperais du problème. Mais comment s'occupe-t-on d'un problème qui a le visage de son fils? Les choses dans la maison ont commencé à disparaître. D'abord, c'étaient de petits objets, une montre qui appartenait à mon père, des boucles d'oreilles en argent que j'avais reçues pour mon mariage. Ensuite, ce furent des choses plus grandes, la télévision, le micro-ondes, même l'alliance que je portais encore, même après tant d'années de veuvage. Un matin, je me suis réveillée et j'ai vu la marque claire sur mon doigt, où elle se trouvait habituellement. Émeric était entré à l'aube, pendant que je dormais, et l'avait retiré de ma main. Je n'ai même pas pu ressentir de la colère, juste une tristesse si profonde qu'elle semblait sans fond. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va l'amour d'une mère? Je me posais cette question chaque nuit, allongée dans mon lit, regardant le plafond fissuré de ma chambre. Y a-t-il une limite? Un point où vous dites finalement « ça suffit ». Ou le cœur d'une mère est-il comme un puits sans fond, toujours capable de pardonner une fois de plus, toujours disposé à croire que cette fois ce sera différent? Vous savez, si vous êtes aussi une mère, si vous regardez ceci maintenant et que vous sentez que peut-être, juste peut-être, cette histoire a quelque chose à voir avec vous. Je voudrais vous demander quelque chose. Laissez un like sur cette vidéo, pas pour moi, mais pour toutes les mères qui traversent ça en silence, pensant qu'elles sont seules. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parfois, juste savoir que nous ne sommes pas seuls aide déjà à porter le poids. Et abonnez-vous à la chaîne parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Et peut-être qu'à la fin, vous trouverez quelque chose qu'il m'a fallu 68 ans pour apprendre. L'assistante sociale du centre communautaire de Montferrat-du-Lac a commencé à venir frapper à ma porte. Madame Chevrier. Une femme sérieuse, avec des lunettes fines et les cheveux tirés en chignon serré. Elle avait cette façon professionnelle de parler, comme si elle lisait un manuel. Elle disait que ce qui m'arrivait avait un nom, violence familiale, que j'étais victime de mon propre fils, qu'il y avait des ressources, des refuges, des ordonnances restrictives, que je n'avais pas besoin de vivre comme ça. J'écoutais tout en silence, assise au bord du canapé, les mains jointes sur mes genoux. Quand elle terminait, je disais toujours la même chose. « Merci de votre inquiétude, mais tout va bien. C'est juste une période difficile. Il va aller mieux. » Elle me regardait avec ce mélange de pitié et de frustration que les gens ont quand ils savent que vous mentez, mais qu'ils ne peuvent rien y faire. Mais tout n'allait pas bien, et je le savais. Chaque fois qu'Émeric partait, emportant un autre morceau de ma vie avec lui, je sentais quelque chose en moi se briser un peu plus. Ma santé a commencé à se détériorer. Les nuits blanches, l'inquiétude constante, le stress de ne jamais savoir quand il allait réapparaître. J'ai commencé à avoir des douleurs à la poitrine, des vertiges. La médecin a dit que c'était le cœur, que je devais réduire le stress, que je devais mieux prendre soin de moi. Mais comment prendre soin de soi quand la personne qui a le plus besoin de soins est celle qui vous détruit? Il y a eu un moment où j'ai pensé l'avoir perdu pour toujours. Émeric a disparu pendant 3 mois. Aucun appel, aucune visite, aucun signe de vie. J'ai passé ces 3 mois dans un enfer personnel, imaginant le pire. Était-il vivant? Était-il dans la rue, souffrant du froid? Était-il en prison? Ou pire? J'ai appelé les hôpitaux, les commissariats, les refuges. Rien. Jusqu'à ce qu'un matin de mars, à 6 heures, j'entende des coups faibles à la porte. C'était plus gratté que frappé. J'ai ouvert et il était là, méconnaissable. Il avait tellement perdu de poids que les os de son visage ressortaient comme des lames. Les yeux enfoncés, la peau jaunâtre, les lèvres gercées. Il pouvait à peine tenir debout. Il s'est effondré dans mes bras là, dans le couloir. Et moi, comme toujours, je l'ai porté à l'intérieur. J'ai passé les jours suivants à m'occuper de lui, à le nourrir avec des cuillerées de soupe comme s'il était un enfant, à laver son corps squelettique sous la douche, le soutenant pour qu'il ne tombe pas. Il pleurait beaucoup. Il demandait pardon en boucle, comme une prière qui ne finissait jamais.
Pardon, maman, pardon. Je suis un fardeau pour toi. Je gâche tout. Tu serais mieux sans moi. » Et moi, avec la voix la plus ferme que je pouvais, je disais « Ne dis pas ça. Tu es mon fils. Tu le seras toujours. Nous allons surmonter ça ensemble. » Mais au fond, une petite voix effrayée en moi chuchotait « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu tenir ?» Madame Chevrier est revenue. Cette fois, elle a apporté des documents. Des informations sur une clinique spécialisée à Rochebrune, à environ 2 heures d'ici. Un endroit qui traitait les cas graves de dépendance chimique. Il y avait un programme intensif, une équipe médicale qualifiée, un suivi psychologique. Elle a tout laissé sur la table et a dit « Bérangère, vous devez prendre une décision. Soit il va en traitement, soit vous devez vous éloigner complètement. Pour le bien de vous deux. » Après son départ, je suis restée des heures à regarder ses papiers. Le nom de la clinique en grandes lettres. Centre de rétablissement Rochebrune. Ça semblait si définitif, si final. Aymeric s'est un peu amélioré après ces jours terribles. Il a réussi à rester sobre pendant quelques semaines. Il a recommencé à chercher du travail. Il a même réussi à obtenir un emploi temporaire dans un entrepôt. Je me suis permis d'avoir de l'espoir. Cet espoir dangereux que les mères ont, même quand tous les signes disent le contraire. J'ai pensé, cette fois, c'est différent. Cette fois, il veut vraiment changer. Mais l'espoir a une date d'expiration. Et le sien a expiré un vendredi après-midi, quand je suis revenue du marché et que j'ai trouvé la porte de l'appartement fracturée. Il avait pris tout ce qui restait de valeur, même les couverts en argent qui appartenaient à ma grand-mère. C'est cette nuit-là, assise seule sur le sol du salon vide, entourée des débris de ma propre vie, que quelque chose en moi a finalement craqué. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond et de plus effrayant. C'était de la clarté. La clarté froide et tranchante de quelqu'un qui voit enfin la vérité qu'il a évitée pendant des années. Mon fils me tuait et je le laissais faire. Pire, j'aidais. Chaque fois que j'ouvrais la porte, chaque fois que je donnais de l'argent, chaque fois que je pardonnais et oubliais, je nourrissais le monstre qu'il était devenu. Pas par méchanceté, mais par amour. Un amour malade, destructeur, qui nous noyait tous les deux. Je me suis souvenu de quelque chose que ma propre mère m'avait dit, il y a des décennies, quand le père d'Aymeric était encore vivant. Nous discutions des limites, du moment où il faut lâcher la main d'un enfant et le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. Elle avait dit « Bérangère, aimer ne veut pas toujours dire serrer dans ses bras. Parfois, aimer, c'est avoir le courage de lâcher prise. » À l'époque, j'avais trouvé ça dur, cruel même. Mais là, assise dans l'obscurité de mon appartement saccagé, j'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. Madame Chevrier m'avait donné 2 options très claires. Interner Aymeric à la clinique de Rochebrune, même contre sa volonté si nécessaire. Ou couper tout contact, changer de numéro, changer les serrures, recommencer sans lui. Les deux me semblaient impossibles. Comment forcer son fils à aller dans un endroit où il ne veut pas aller? Comment verrouiller la porte au seul fils que vous avez mis au monde? Mais la 3e option, celle de continuer exactement comme avant, n'était plus viable non plus. Parce que si je continuais ainsi, aucun de nous ne survivrait. Il mourrait dans les rues, ou je mourrais de chagrin et d'épuisement. Et à la fin, je n'aurais sauvé personne. J'ai passé toute la nuit éveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé froid dans les mains. La lune entrait par la fenêtre et dessinait de longues ombres sur les murs écaillés. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais tenu Aymeric dans mes bras quand il était bébé, promettant de le protéger de tout. J'ai pensé à son premier jour d'école, quand il avait pleuré et s'était accroché à ma jambe, ne voulant pas me laisser partir. J'ai pensé à tous les anniversaires, toutes les nuits de fièvre, tous les jeux dans le parc. Où ai-je fait une erreur? À quel moment exact le garçon doux que je connaissais s'est-il transformé en cet étranger désespéré qui envahissait ma maison? Ou était-il toujours là, caché, attendant le bon déclencheur pour apparaître? Le matin, quand le soleil a commencé à se lever sur les toits de Saint-Aubran, je savais ce que je devais faire. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'il n'y avait plus de choix. J'ai pris le téléphone
et j'ai appelé Madame Chevrier. Ma voix est sortie ferme, sans tremblement. Je lui ai dit que je voulais interner Aymeric, que j'avais besoin d'aide pour que ça se réalise, que j'étais prête à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit avec une gentillesse qui a failli me faire craquer « Vous faites la bonne chose, Bérengère. Je sais que ça ne semble pas comme ça maintenant, mais c'est le cas. » Mais comment dire à son fils qu'on va l'envoyer au loin? Comment le regarder dans les yeux et lui dire que l'amour, cette fois, va devoir faire mal? Je savais que quand Aymeric reviendrait, et il revenait toujours, je devrais faire quelque chose que je n'avais jamais imaginé être capable de faire. Je devrais choisir entre le sauver contre sa volonté ou me sauver en lui fermant la porte au nez. Et pour la première fois en 68 ans, je n'étais pas sûre d'avoir assez de courage pour faire l'une ou l'autre de ces deux choses. 3 jours plus tard, Aymeric est revenu. C'était un mardi matin, vers 10 heures. J'étais en train de plier du linge dans ma chambre quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Mon cœur s'est arrêté. Il avait encore un double que j'ignorais. Il est entré comme s'il était chez lui, comme toujours, avec ce mélange de culpabilité et d'arrogance que j'avais appris à reconnaître. Ses cheveux étaient en gras, ses vêtements froissés. Il sentait la cigarette et quelque chose d'aigre que je ne voulais pas identifier. Il m'a regardé avec ce sourire fatigué qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. « Salut maman, tu vas bien ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste tenue là, debout au milieu du salon, tenant une serviette à moitié pliée contre ma poitrine comme un bouclier. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis longtemps. Et j'ai vu, non pas mon fils, mais un étranger portant son visage. Un homme de 42 ans qui ressemblait à 60. Un homme que j'aimais plus que ma propre vie, mais que je ne reconnaissais plus. Il a dû sentir quelque chose de différent dans mon silence parce que son sourire a vacillé. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Assieds-toi, Aymeric. » Ma voix était calme, trop calme. Il a hésité, puis s'est assis sur le bord du canapé, les mains entre les genoux, comme un enfant convoqué chez le directeur. Je me suis assise en face de lui, dans le vieux fauteuil où son père avait l'habitude de lire le journal le dimanche matin. Pendant un long moment, nous nous sommes juste regardés. Le silence entre nous était lourd, chargé de toutes les choses que nous n'avions jamais dites, de toutes les vérités que nous avions évitées pendant des années. « Je sais ce que tu vas dire. » Il a commencé à parler vite, les mots se bousculant. « Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai déçu, mais cette fois c'est différent, je te jure. J'ai trouvé un boulot, enfin presque. J'ai un entretien la semaine prochaine. Un vrai boulot, maman, dans la construction. Ils embauchent et le gars m'a dit que j'avais de bonnes chances et je vais rembourser tout ce que je te dois, chaque centime, je te le promets. » Les promesses, toujours les promesses. J'en avais entendu tellement au fil des ans qu'elles n'avaient plus de poids, plus de substance. C'étaient juste des mots qui flottèrent dans l'air et s'évaporaient avant même d'atterrir. Mais cette fois, je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Jusqu'à ce que le silence revienne s'installer entre nous comme un invité indésirable. J'ai pris rendez-vous pour toi. Mes mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. Au centre de rétablissement Rochebrune, ils ont une place pour toi. Le programme commence lundi prochain. Son visage s'est transformé. La culpabilité a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de la méfiance, de la colère. « Quoi ? De quoi tu parles ? Je ne vais nulle part. Je t'ai dit que j'ai trouvé du boulot. Je vais bien, maman. Je n'ai pas besoin de... » Il a cherché le mot, puis l'a craché comme un poison. De cure de désintox. « Tu as besoin d'aide, Aymeric. » Ma voix tremblait maintenant. Toute cette fausse calme commençait à se fissurer. Une aide que je ne peux pas te donner. Une aide que personne ici ne peut te donner. Tu es malade. Et tu me tues à petit feu. Il s'est levé brusquement, faisant tomber un coussin du canapé. Je ne suis pas malade. J'ai juste traversé une mauvaise passe. C'est tout. Tout le monde traverse des mauvaises passes. Ça ne veut pas dire que je suis un junkie qu'il faut enfermer. La semaine dernière, tu as volé le chauffage en plein hiver. Les mots sortaient maintenant, crus et directs. Il y a 3 mois, tu as vendu l'argenterie de ta grand-mère.
Tu as pris mon alliance pendant que je dormais. Tu fouilles dans mon sac à main comme un voleur dans ma propre maison. Tu arrives ici tremblant, suant, parlant tout seul. Et tu me dis que ce n'est qu'une mauvaise passe? Il s'est figé. Pour la première fois, je voyais quelque chose se briser dans ses yeux. Pas de la colère, de la honte. Une honte si profonde et si douloureuse qu'elle lui coupait le souffle. Il s'est laissé retomber sur le canapé, la tête entre les mains. Ses épaules ont commencé à trembler. Et puis les sanglots sont venus. Des sanglots rauques, déchirants, comme ceux d'un animal blessé. Je ne voulais pas devenir ça. Sa voix était étouffée par ses mains. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Au début, c'était juste. Juste pour tenir le coup, pour dormir, pour arrêter de penser. Et puis c'est devenu plus grand que moi, plus fort. Et maintenant, je ne sais plus comment arrêter. Je ne sais même plus si je veux arrêter. Je me suis levée et je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur son dos, sentant ses côtes saillir sous sa chemise trop grande. Pendant toutes ces années, j'avais eu peur de ce moment. Peur de la confrontation, peur de dire la vérité. Mais maintenant que nous y étions enfin, je me sentais étrangement en paix. Comme si un poids énorme venait d'être soulevé de ma poitrine. « Ce n'est pas ta faute d'être tombé, Aymeric », j'ai dit doucement, « mais c'est ta responsabilité de te relever. Et tu ne peux pas le faire seul. Ni moi, ni toi ne pouvons continuer comme ça. L'un de nous deux va mourir, et je refuse que ce soit toi. » Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, son visage mouillé de larmes. « Et si ça ne marche pas? Et si j'y vais, et que je rechute quand même? Tout ce que je fais, c'est te décevoir. Encore et encore. » Alors on réessayera. J'ai dit, ma propre voix se brisant. Autant de fois qu'il faudra, mais cette fois, tu vas le faire correctement. Pas pour moi, pour toi. Parce que tu mérites une vie meilleure que celle-ci. Tu mérites d'être plus que ce que tu es devenu. Nous sommes restés assis là longtemps, dans le silence. Dehors, j'entendais les bruits familiers de Saint-Aubran, des voitures qui passaient, le carillon de l'église qui sonnait midi, la vie qui continuait, indifférente à notre petit drame personnel. Aymeric finit par hocher la tête, un mouvement presque imperceptible. Mais c'était là, un oui silencieux qui contenait plus de peur que d'espoir. « D'accord. » Il a murmuré. « D'accord, je vais y aller. Mais, maman, ne m'abandonne pas, s'il te plaît, même si je gâche tout, même si je te déçois encore, ne m'abandonne pas. » Je l'ai pris dans mes bras, ce corps décharné qui portait encore les traces du petit garçon que j'avais bercé il y a tant d'années. « Jamais. » J'ai chuchoté dans ses cheveux. « Je ne t'abandonnerai jamais, mais je ne te laisserai plus me détruire non plus. C'est la différence. » Le reste de la semaine a passé dans un brouillard. Madame Chevrier est venue nous aider avec les papiers. Il y avait tellement de formulaires à remplir, tellement de questions sur l'historique médical, sur la durée de la dépendance, sur les tentatives précédentes de traitement. Aymeric répondait mécaniquement, comme un condamné récitant sa confession. Je voyais la peur dans ses yeux grandir chaque jour. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, mais aussi, pour la première fois, une toute petite lueur de quelque chose d'autre. D'espoir peut-être, ou juste de résignation. La veille de son départ, il est resté avec moi. Nous avons préparé le dîner ensemble, comme nous le faisions quand il était adolescent. Rien de fancy, juste des pâtes et une sauce tomate simple. Mais c'était le premier repas que nous partagions vraiment depuis des années. Sans tension, sans mensonge. Juste une mère et son fils, assis à une table, mangeant en silence. « Tu te souviens quand papa t'emmenait pêcher à Valroux ?» j'ai dit soudainement. Aymeric a levé les yeux de son assiette, surpris. « Tu devais avoir 7 ou 8 ans. Tu rentrais toujours bredouille, mais tellement content. » Un petit sourire a touché ses lèvres, le premier vrai sourire que je voyais depuis longtemps. Il me laissait tenir la canne, mais c'était lui qui attrapait les poissons. Puis il faisait semblant que c'était moi. Je le savais, mais je jouais le jeu. Il t'aimait tellement, j'ai dit, sentant les larmes monter. Il serait tellement fier de ce que tu es sur le point de faire, de ton courage. Tu crois ?
Sa voix était petite, vulnérable. Parce que moi, je pense qu'il aurait honte de ce que je suis devenue, de ce que j'ai fait à sa femme. Non, j'ai dit fermement. Il serait fier que tu te battes, que tu ne baisses pas les bras. C'est ça le courage, Aymeric. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever, même quand tout ton corps te dit de rester à terre. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans sa chambre. J'ai voulu aller le voir, le réconforter comme je l'avais fait tant de fois. Mais quelque chose m'a retenu. Il avait besoin de vivre cette douleur, de la sentir pleinement. Parce que c'est seulement en touchant le fond qu'on trouve la force de remonter. Le lendemain matin, Madame Chevrier est venue nous chercher. Aymeric avait un petit sac avec quelques vêtements. C'était tout ce qu'il possédait au monde. Nous sommes montés dans sa voiture et j'ai regardé Saint-Aubran s'éloigner par la fenêtre arrière. La petite ville où j'avais passé toute ma vie. La petite ville qui connaissait tous mes secrets, toutes mes hontes. Le trajet jusqu'à Rochebrune a duré 2 heures. Personne ne parlait. La radio jouait de la musique classique en sourdine. Aymeric regardait par la fenêtre, ses mains serrées sur ses genoux. De temps en temps, je tendais la main et je prenais la sienne. Il la serrait fort, comme un enfant qui a peur du noir. Quand nous sommes arrivés au centre, mon cœur s'est serré. C'était un grand bâtiment blanc, moderne, avec des jardins bien entretenus. Ça ressemblait plus à un hôtel qu'à un centre de désintoxication. Mais je savais ce qui se passait derrière ces murs blancs. La douleur, le sevrage, la confrontation avec les démons, tout ce qu'Aymeric allait devoir traverser. Une femme en blouse blanche nous a accueillis. Elle était gentille, professionnelle. Elle a expliqué le programme. 6 mois minimum. Pas de visite les 3 premières semaines. Thérapie de groupe quotidienne. Suivi médical intensif. Aymeric écoutait, pâle, les yeux fixés sur ses chaussures. Quand elle a fini, elle s'est tournée vers lui. « Êtes-vous prêt, Aymeric ?» Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu toute sa vie. Le petit garçon qui pleurait son premier jour d'école. L'adolescent qui riait en jouant au foot avec ses copains. Le jeune homme perdu qui était venu frapper à ma porte en pleine nuit. Et l'homme brisé qu'il était maintenant, au bord du gouffre, essayant de trouver le courage de sauter. « Oui, » il a dit finalement, « je suis prêt. » Je l'ai serré dans mes bras une dernière fois, fort, comme si je pouvais lui transmettre toute ma force, tout mon amour, juste par cette étreinte. « Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. » J'ai murmuré, « et je t'attendrai, aussi longtemps qu'il faudra. » Il s'est détaché de moi, les yeux brillants de larmes non versées. Puis, il a suivi l'infirmière vers les doubles portes qui menaient à l'intérieur du bâtiment. Juste avant de disparaître, il s'est retourné une dernière fois. Il a levé la main, un petit geste d'au revoir, ou peut-être d'espoir. Et puis il était parti. Les portes se sont refermées. Et je me suis retrouvée debout dans le parking, tremblante, vide, me demandant si j'avais fait la bonne chose, si c'était vraiment de l'amour, ou si j'avais juste abandonné mon fils au moment où il avait le plus besoin de moi. Les 3 premières semaines ont été les plus longues de ma vie, plus longues que les 9 mois de grossesse, plus longues que l'année après la mort de mon mari. C'était un silence qui pesait, un silence qui criait. Chaque matin, je me réveillais et mon premier réflexe était de regarder vers la porte, m'attendant presque à voir Aymeric entrer. Mais la porte restait fermée, et le silence restait. Saint-Aubran me semblait différent sans lui, plus petit, plus étouffant. Les rues familières que j'avais parcourues pendant des décennies semblaient soudain étrangères, comme si la ville elle-même avait changé en son absence. Les gens me regardaient avec une pitié mal dissimulée quand je passais devant eux au marché. Tout le monde savait. C'est comme ça dans les petites villes. Les secrets se propagent plus vite que les virus. Madame Dubois, de l'épicerie, a osé me demander directement. « Alors, votre fils est parti ?» J'ai juste hoché la tête et j'ai continué mes courses. Je n'avais pas l'énergie pour les explications, ni pour supporter les regards de jugement qui se cachaient derrière les masques de préoccupation bien intentionnés. Le silence dans mon appartement était presque insupportable. Les bruits qui m'avaient terrorisé pendant des années, les pas lourds dans le couloir, le bruit de la clé dans la serrure au milieu de la nuit, les fouilles désespérées dans mes affaires,
Tous ces sons qui m'avaient volé le sommeil me manquaient maintenant d'une manière tordue et paradoxale. Parce qu'au moins, ils signifiaient qu'il était vivant, qu'il était quelque part. Maintenant, je n'avais rien. Juste le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le craquement occasionnel des vieux planchers. Madame Chevrier m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Sa voix au téléphone était devenue un lien précieux avec le monde extérieur. Une bouée de sauvetage dans l'océan de solitude qui m'engloutissait. Elle m'a expliqué que le centre ne me contacterait pas pendant les 3 premières semaines, sauf urgence. C'était la période la plus critique. Le sevrage, la détoxification. Émeric traversait l'enfer, et je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre de l'autre côté, en espérant qu'il en sortirait vivant. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'arrêtait, craignant d'entendre la nouvelle que je redoutais le plus. J'ai essayé de m'occuper. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. J'ai récuré chaque recoin, chaque surface, comme si en effaçant la saleté physique, je pouvais aussi effacer la douleur émotionnelle. J'ai jeté des choses qu'Émeric avait laissées derrière lui. Des vêtements troués qui sentaient encore son odeur. Des papiers froissés couverts de gribouillis incompréhensibles. Des traces d'une vie qu'il essayait de laisser derrière. Mais à chaque objet que je jetais, je sentais comme si je jetais un petit morceau de lui. Et ça faisait mal. Plus que je ne l'aurais cru possible. J'ai trouvé un vieux dessin qu'il avait fait quand il avait 7 ans. Un portrait maladroit de notre petite famille, lui, moi et son père. Tous souriants sous un soleil jaune. Je l'ai tenu dans mes mains pendant 1 heure, les larmes coulant silencieusement sur mes joues, incapable de le jeter. Les nuits étaient pires, tellement pires. Je restais éveillée pendant des heures, fixant le plafond fissuré, imaginant ce qu'il traversait. Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il mangeait? Est-ce qu'il pensait à moi? Est-ce qu'il me détestait pour l'avoir envoyé là-bas? Ou est-ce qu'il comprenait enfin que c'était le seul moyen de le sauver? Les questions tournaient dans ma tête, comme un carrousel sans fin, me rendant presque folle. Parfois, vers 3 ou 4 heures du matin, je me levais et j'allais m'asseoir près de la fenêtre, regardant les rues désertes de Saint-Aubran, me demandant si quelque part, dans cette clinique à Rochebrune, mon fils regardait aussi par une fenêtre, pensant à moi. Les repas sont devenus une corvée. Cuisiner pour une seule personne après tant d'années à s'inquiéter de nourrir 2 personnes semblait absurde. Je me contentais souvent d'une tranche de pain et d'un bout de fromage, mangeant debout à la cuisine, trop fatigué pour même mettre la table. Mon appétit avait disparu avec lui. La nourriture n'avait plus de goût. Tout était fade, gris, vide. Au bout de 10 jours, j'ai reçu un coup de fil du centre. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, frappant contre mes côtes comme un oiseau en cage. Quelque chose était arrivé, quelque chose de terrible. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mais la voix au bout du fil était calme, rassurante. C'était juste une mise à jour de routine. Émeric allait bien. Enfin, aussi bien qu'on pouvait aller dans sa situation. Il avait traversé le pire du sevrage physique. Les tremblements s'étaient atténués. Les hallucinations avaient cessé. Il dormait mieux maintenant. Maintenant commençait le vrai travail. Le travail mental, émotionnel. Celui qui prenait des mois, voire des années. Il demande après vous. La psychologue m'a dit, et j'ai senti mes genoux faiblir. Presque tous les jours. Il veut savoir si vous allez bien, si vous lui en voulez. Il a beaucoup de culpabilité, Madame Lormier. C'est normal dans ce processus. Mais c'est aussi un signe positif. Cela signifie qu'il commence à prendre conscience de l'impact de ses actions. Dites-lui. Ma voix s'est brisée. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me ressaisir. Dites-lui que je vais bien, et que je ne lui en veux pas, que je ne lui ai jamais voulu, que je l'aime, que je l'aimerai toujours. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe ce qu'il a fait, il est mon fils. Rien ne changera jamais ça. Je le lui dirai. Elle a promis avec une douceur qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Madame Lormier, vous avez pris la bonne décision. Je sais que ça ne semble pas réel maintenant, mais vous lui avez sauvé la vie. Dans quelques mois, quand vous le reverrez, vous comprendrez. Vous verrez la différence dans ses yeux. Après avoir raccroché, je me suis effondrée sur le canapé et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais de soulagement.
un soulagement si intense qu'il m'a vidé complètement. Il était vivant. Il se battait. Et pour le moment, c'était suffisant. La vie a continué, lentement, douloureusement, un jour à la fois. J'ai recommencé à aller à l'église le dimanche. Pas parce que j'étais particulièrement religieuse, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi, de quelque chose qui me dise que tout ça avait un sens, que toute cette souffrance menait quelque part. Les hymnes familiers, l'odeur de l'encens, la lumière colorée filtrant à travers les vitraux, tout cela m'apportait un réconfort étrange et inattendu. Le père Michel, le vieux prêtre qui officiait depuis 30 ans, m'a parlé après la messe un dimanche. Ses yeux étaient pleins de compassion, sans trace de jugement. « Je prie pour votre fils, Bérengère. » Il a dit simplement, posant sa main ridée sur mon épaule. Pas de jugement, pas de sermon. Juste une déclaration simple et sincère. Et je prie pour vous aussi, parce que parfois, ceux qui restent derrière portent le fardeau le plus lourd. Ça m'a touché plus que tous les mots de réconfort que j'avais entendus. Quelqu'un comprenait enfin que j'étais aussi en train de souffrir. Les semaines se sont étirées comme du caramel, chaque journée semblant durer une éternité. J'ai commencé à marcher. Chaque après-midi, je sortais et je marchais pendant des heures dans les rues de Saint-Aubran et dans la campagne environnante. Je marchais jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal, jusqu'à ce que l'épuisement physique devienne plus fort que la douleur émotionnelle. Je passais devant le garage où Émeric avait travaillé autrefois, devant l'école primaire où il avait ri et joué, devant le terrain de football où son père l'emmenait les dimanches. Chaque lieu était rempli de souvenirs, certains doux, d'autres douloureux. Un après-midi, alors que je passais devant le petit parc où Émeric jouait enfant, je me suis assise sur le même banc où je m'asseyais il y a tant d'années, le regardant grimper sur les structures de jeu. Une jeune mère était là avec son fils, un petit garçon d'environ 6 ans. Il riait, courait, plein de vie et d'innocence. Je me suis demandé si cette mère savait à quel point ces moments étaient précieux. Si elle comprenait que tout pouvait changer en un instant. J'ai voulu lui dire de profiter de chaque seconde, de graver ses rires dans sa mémoire. Mais je suis restée silencieuse, juste une vieille femme sur un banc, perdue dans ses souvenirs. Finalement, après 22 jours interminables qui semblaient avoir duré 22 ans, j'ai reçu l'autorisation de venir le voir. 1 heure de visite, dans une salle commune, sous supervision. Pas grand-chose. Mais pour moi, c'était tout. C'était le monde entier concentré dans 60 précieuses minutes. Le jour de la visite, j'ai pris le bus jusqu'à Rochebrune. Je ne voulais pas demander à Madame Chevrier de m'emmener. J'avais besoin de faire ce trajet seul, de me préparer mentalement, de rassembler mon courage. Le voyage a duré presque 3 heures, avec tous les arrêts. J'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre, les collines vertes ondulant comme des vagues, les petits villages perchés sur les hauteurs, les vaches qui broutaient tranquillement dans les prairies, indifférentes aux drames humains. Un monde qui continuait de tourner, indifférent à ma petite tragédie personnelle. Les autres passagers dans le bus vivaient leur propre vie, leurs propres soucis. Pour eux, c'était juste un mardi ordinaire. Pour moi, c'était le jour le plus important depuis des semaines. Quand je suis arrivée au centre, j'étais nerveuse. Mes mains tremblaient, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. La réceptionniste m'a fait signer un registre, m'a donné un badge de visiteur et m'a indiqué le chemin. Mes jambes semblaient faites de plomb alors que je marchais dans les couloirs blancs et stériles. On m'a fait entrer dans une grande salle lumineuse avec des tables et des chaises disposées en rangées ordonnées. Il y avait d'autres familles déjà là. Des mères comme moi, les yeux rouges et les mains tremblantes. Des pères au regard las, portant le poids de leurs propres échecs. Des épouses qui serraient leurs mouchoirs comme des bouées de sauvetage, tous unis par la même douleur, le même espoir fragile. Nous étions une communauté silencieuse de cœurs brisés, réunis dans cet espace de guérison et de douleur. Et puis je l'ai vu. Émeric. Assis à une table près de la fenêtre, regardant dehors. Il portait un pull gris simple et un jean propre. Ses cheveux étaient coupés courts, bien coiffés. Il avait pris un peu de poids. Son visage avait retrouvé un peu de couleur. La jaunisse maladive avait disparu, remplacée par une teinte plus saine. Mais c'était ses yeux qui m'ont frappé. Ils étaient clairs,
vraiment clair. Pour la première fois depuis des années, je voyais mon fils derrière ses yeux. Pas le fantôme, pas l'étranger, mon fils. Mon petit garçon qui avait grandi trop vite et perdu son chemin, mais qui était peut-être en train de le retrouver. Il m'a vu et il s'est levé lentement. Nous nous sommes regardés de loin pendant un moment qui a semblé durer une éternité, comme deux étrangers qui se rencontrent pour la première fois. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, de la peur peut-être, ou de la honte. Puis je me suis avancé vers lui et il m'a serré dans ses bras, fort, désespérément, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il me lâchait. Je sentais ses larmes mouiller mon épaule. Son corps tremblait contre le mien, non pas des tremblements du sevrage, mais des sanglots étouffés qu'il essayait de retenir. « Maman », c'était tout ce qu'il a dit, mais dans ce mot, il y avait tout, l'excuse, le pardon, l'amour, la peur, l'espoir, le regret, la gratitude. Toutes les émotions qu'il n'avait pas les mots pour exprimer condensées dans ce seul mot, « maman ». Nous nous sommes assis et nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Il m'a raconté ce qu'il vivait, les séances de thérapie où il devait affronter toutes les choses qu'il avait faites, tous les mensonges qu'il avait dits, toutes les personnes qu'il avait blessées, comment il devait s'asseoir en cercle avec d'autres personnes comme lui et partager ses histoires les plus sombres, ses secrets les plus honteux. Les nuits où il se réveillait en sueur, son corps réclamant ce qu'il ne pouvait plus avoir, chaque cellule criant pour le soulagement qu'il s'était juré de ne plus jamais chercher. Les moments de doute où il voulait tout abandonner et rentrer à la maison, retourner à ce qui était familier, même si c'était destructeur. Mais il m'a aussi parlé des petites victoires. Le jour où il avait réussi à passer une nuit entière sans cauchemar. La première fois qu'il avait ri pendant une séance de groupe, un vrai rire qui venait du ventre. Le moment où il avait réalisé qu'il ne voulait plus retourner à sa vie d'avant, qu'il voulait vraiment changer. Pas pour moi, pas pour satisfaire les thérapeutes, mais pour lui-même, parce qu'il avait enfin compris qu'il méritait mieux. Je ne sais pas si je vais y arriver, maman. Il a admis, sa voix tremblante mais plus forte qu'avant. La route est si longue, et parfois, j'ai tellement peur de rechuter, de redevenir ce que j'étais. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'essayer, vraiment essayer. Pas juste promettre et puis échouer, mais vraiment me battre pour ça. C'est tout ce que je demande. J'ai répondu, tenant ses mains dans les miennes. Ses mains qui avaient tant pris, tant volé, mais qui tremblaient maintenant avec une vulnérabilité nouvelle. Essaie, un jour à la fois, 1 heure à la fois s'il le faut. Et je serai là, toujours. Peu importe combien de fois tu tombes, je serai là pour te rappeler que tu peux te relever. L'heure est passée trop vite, beaucoup trop vite. Les 60 minutes que j'avais tant attendues se sont évaporées comme de la rosée au soleil. Quand l'infirmière a annoncé que les visites étaient terminées, j'ai senti mon cœur se serrer douloureusement. Je ne voulais pas le laisser. Pas encore, pas si tôt. Mais je n'avais pas le choix. Aymeric s'est levé et je me suis levée aussi. Nous nous sommes enlacés une dernière fois, plus longtemps cette fois, ignorant les regards des autres familles qui commençaient à partir. Je suis fière de toi. J'ai murmuré dans son oreille, ma voix brisée par l'émotion. Plus que tu ne le sauras jamais. Tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Reviens me voir, il a dit, et j'ai entendu la supplication dans sa voix. S'il te plaît, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir que tu es toujours là, que tu ne m'as pas abandonné. Chaque semaine, j'ai promis fermement, le regardant droit dans les yeux. Chaque semaine, jusqu'à ce que tu rentres à la maison. Et même après. Je serai toujours là, Aymeric. Toujours. Le trajet de retour a été différent, plus léger. Le bus qui m'avait semblé si lent à l'aller semblait maintenant glisser sur la route. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. Pas un espoir naïf et fragile comme avant. Pas une illusion que je me construisais pour supporter la douleur. Mais un espoir solide, construit sur quelque chose de réel. Mon fils se battait, vraiment. Et cette fois, il n'était pas seul. Il avait des professionnels qui le soutenaient. Il avait un programme structuré. Il avait des outils. Et il m'avait moi, attendant de l'autre côté,
prête à l'accueillir quand il serait prêt à revenir. Les semaines suivantes se sont transformées en routine. Une routine précieuse qui donnait structure à mes journées autrement vides. Chaque mardi, je prenais le bus pour Rochebrune. 1 heure de visite. 1 heure où je voyais les progrès, lents mais constants. Aymeric parlait plus, souriait plus, rêvait de nouveau. Il m'a parlé de son désir de retourner à l'école, d'apprendre un métier, de reconstruire sa vie pierre par pierre, patiemment, sans précipitation. Il voulait devenir menuisier, m'a-t-il dit. Créer des choses belles et durables avec ses mains. Des mains qui avaient tant détruit, mais qui pourraient peut-être créer maintenant. Mais il y a eu aussi des rechutes. Des jours où il était silencieux, renfermé, les yeux perdus dans un endroit sombre où je ne pouvais pas le suivre. Des jours où je voyais la tentation revenir dans ses yeux, cette lueur dangereuse que je connaissais si bien. Les thérapeutes m'ont prévenu. Le chemin de la guérison n'était pas une ligne droite. C'était un labyrinthe avec des impasses et des détours. Mais tant qu'on continuait d'avancer, peu importe la lenteur, c'était une victoire. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais toujours en mouvement, toujours en progression. Un mardi, il m'a surprise avec quelque chose. Il avait fabriqué une petite boîte en bois pendant un atelier de menuiserie. C'était simple, un peu maladroit, avec des coins pas tout à fait droits et une charnière qui grinçait légèrement. Mais il l'avait fait de ses propres mains. Chaque coup de marteau, chaque ponçage, chaque application de vernis. « Pour toi », il a dit timidement, poussant la boîte vers moi sur la table. « Pour que tu y mettes tes bijoux, ou ce que tu veux. Je sais que c'est pas grand-chose, mais... » « C'est parfait », j'ai dit, mes yeux se remplissant de larmes que je ne pouvais pas retenir. Je tenais la petite boîte comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais reçue, parce que tu l'as faite. Toi, mes mains qui ont créé ça au lieu de détruire. » Et c'était vrai, parce que ce n'était pas juste une boîte. C'était une promesse. La promesse que les mains qui avaient tant détruit étaient capables de créer de nouveau. Que l'homme brisé que j'avais amené ici 6 semaines auparavant était en train de se reconstruire, morceau par morceau, jour après jour. Les premiers jours après son retour ont été étranges, presque irréels. Aymeric et moi marchions sur des œufs, essayant de trouver une nouvelle dynamique. Ce n'était plus la relation mère-fils toxique que nous avions eue, mais ce n'était pas non plus ce que c'était quand il était enfant. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous devions construire ensemble, jour après jour. Il s'est levé tôt le premier matin, avant même que je ne me réveille. Quand je suis sortie de ma chambre, je l'ai trouvé dans la cuisine, en train de préparer du café. L'odeur a rempli l'appartement, une odeur que je n'avais pas sentie depuis des années. Il m'a regardée et a souri. Un vrai sourire. « Bonjour, maman. J'ai pensé que tu aimerais un café. » C'était un petit geste, insignifiant pour certains, mais pour moi, c'était énorme. C'était la preuve qu'il pensait à quelqu'un d'autre que lui-même, qu'il était capable de donner au lieu de juste prendre. La première semaine a été consacrée à la recherche d'emploi. Aymeric a passé des heures sur l'ordinateur de la bibliothèque municipale, envoyant des CV, remplissant des formulaires. Les rejets sont venus rapidement. Beaucoup d'employeurs étaient méfiants quand ils voyaient le trou de 6 mois dans son parcours professionnel. Et quand il était honnête sur la raison, les portes se fermaient encore plus vite. Je voyais la frustration monter en lui, la colère, l'envie d'abandonner. Mais chaque fois qu'il commençait à sombrer, il se rappelait les outils qu'il avait appris au centre. Il prenait une pause, il respirait profondément. Il appelait son parrain, un ancien du programme qui était resté sobre pendant 8 ans. Et petit à petit, il se reconstruisait. Puis, un jeudi matin, un appel est arrivé. Un petit garage à Montferrat-du-Lac cherchait un assistant mécanicien. Ce n'était pas grand-chose. Pas bien payé, pas prestigieux. Mais c'était un début. Le propriétaire, M. Fontaine, était lui-même un ancien alcoolique. Il comprenait. Il était prêt à donner une chance. Le soir où Aymeric a reçu la nouvelle, il est rentré à la maison avec une lumière dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des décennies. Je commence lundi. Il a annoncé, sa voix tremblante d'excitation. C'est juste un essai de 3 mois. Mais si ça marche, si je prouve que je peux le faire, il me gardera. Tu vas le faire.
J'ai dit avec une certitude absolue. Tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Et il l'a fait. Les premiers mois ont été difficiles. Aymeric devait se lever à 5 heures du matin pour prendre le bus jusqu'au garage. Il travaillait de longues heures, rentrant le soir couvert de graisse et épuisé. Mais il ne s'est jamais plaint. Au contraire. Chaque soir, il me racontait sa journée. Les petites victoires, les défis surmontés, les compliments de M. Fontaine. À la fin des 3 mois d'essai, M. Fontaine lui a proposé un contrat permanent. Pas seulement ça, il lui a donné une augmentation. « Tu es un bon travailleur, Aymeric », il lui a dit. « Et plus important encore, tu es fiable. C'est rare de nos jours. » Avec son premier vrai salaire, Aymeric a fait quelque chose qui m'a surprise. Il a pris une partie de l'argent et il a acheté un nouveau chauffage pour l'appartement. Le même qu'il avait volé 1 an auparavant. Il l'a installé sans dire un mot, puis il s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Je ne peux pas réparer tout ce que j'ai cassé. » Il a dit doucement. « Je ne peux pas te rendre toutes les années que je t'ai volées, mais je peux commencer ici, un objet à la fois, une action à la fois, jusqu'à ce que j'ai remboursé ma dette. »« Tu ne me dois rien. » J'ai protesté. « Si, maman. » Il a insisté. « Je te dois tout. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer de te le rembourser. » Les mois ont passé. L'hiver a cédé la place au printemps, puis à l'été. Aymeric économisait chaque centime et finalement, il a trouvé un petit studio à Montferrat-du-Lac. C'était minuscule, à peine 15 mètres carrés. Mais c'était à lui, son premier chez lui depuis des années. Le jour où il a emménagé, je suis venu l'aider. Nous avons transporté ses quelques affaires. Un lit d'occasion, une table, 2 chaises, quelques ustensiles de cuisine. Quand tout a été en place, nous nous sommes assis par terre, dos au mur, partageant une pizza froide et du soda. « Tu l'as fait », j'ai dit, le regardant avec une fierté que je ne pouvais pas cacher. « Tu as reconstruit ta vie. » « Non. » Il a corrigé doucement. « Nous l'avons fait. Ensemble. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, maman. Sans ta force, sans ton amour. Même quand j'étais au fond du trou, même quand je te détestais pour m'avoir envoyé au centre, une partie de moi savait. Tu étais la seule personne au monde qui n'avait pas abandonné. » Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Parce que pendant tous ces mois, toutes ces années, je m'étais demandé si j'avais fait la bonne chose. Si le fait de l'envoyer au centre n'était pas une forme d'abandon. Mais maintenant, je comprenais enfin. L'amour n'est pas toujours doux. L'amour n'est pas toujours confortable. Parfois, l'amour ressemble à une porte fermée, à un non difficile, à une décision qui brise le cœur pour sauver une vie. 1 an après sa sortie du centre, Aymeric est venu me voir avec quelque chose dans les mains. Une petite boîte enveloppée dans du papier cadeau maladroitement plié. « Ce n'est pas ton anniversaire. » J'ai dit, confuse. « Non. » Il a souri. « Mais c'est le mien. Enfin, pas mon vrai anniversaire, mais l'anniversaire de ma renaissance. Ça fait exactement 1 an aujourd'hui que je suis sortie de Rochebrune. 1 an que je suis sobre. Et je voulais te donner quelque chose. » J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une petite alliance en or. Pas celle qu'il avait volée. Celle-là était partie depuis longtemps, vendue pour quelques euros à un prêteur sur gage. Mais une nouvelle, simple, belle, avec une gravure à l'intérieur, pour maman, avec tout mon amour. Et je ne pourrai jamais te rendre l'original. Il a dit, sa voix étouffée par l'émotion. Mais je voulais que tu aies quelque chose pour te rappeler que l'amour peut survivre à n'importe quoi, même à mes pires moments. Je l'ai glissée à mon doigt. Elle était parfaite. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Toutes ces années de souffrance, de douleur, de nuits sans sommeil, elles n'avaient pas été vaines. Elles nous avaient menés ici, à ce moment, à cette renaissance. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, parce que la vie n'a jamais de fin parfaitement propre et nette. 6 mois plus tard, Aymeric a eu une rechute. Ce n'était pas majeur, il n'a pas recommencé à se droguer. Mais il a bu. Une nuit, après une dispute avec son patron, il est allé dans un bar et il a bu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher droit. Il m'a appelé à 2 heures du matin, en pleurs, complètement effondré. « J'ai tout gâché, maman.
J'ai tout gâché encore une fois, je suis un raté, je ne changerai jamais. Mon premier instinct a été de paniquer, de penser que tout était fini, que nous étions de retour à la case départ. Mais quelque chose en moi était différent maintenant, plus fort, plus sage. Non. J'ai dit fermement. Tu n'as pas tout gâché, tu as fait une erreur. Une seule erreur en 18 mois de sobriété. Ce n'est pas un échec, c'est un faux pas. Et tu sais quoi? Tu vas te relever, tu vas appeler ton parrain, tu vas retourner aux réunions, tu vas te pardonner et tu vas continuer. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le lendemain matin, complètement honteux et brisé, il est allé à une réunion. Il a partagé ce qui s'était passé. Et au lieu de jugement, il a trouvé du soutien. Des gens qui avaient vécu la même chose, qui comprenaient que la guérison n'est pas une ligne droite. Cette expérience nous a appris quelque chose d'important à tous les deux. La perfection n'existe pas. Les rechutes font partie du processus. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Aujourd'hui, presque 3 ans après ce matin terrible où j'ai pris la décision de l'envoyer au centre, Émeric et moi avons une relation que je n'aurais jamais cru possible. Nous dînons ensemble tous les dimanches. Nous parlons au téléphone plusieurs fois par semaine. Il a rencontré une femme, Claire, qui travaille dans une boulangerie. Elle aussi a son propre passé difficile. Ensemble, ils se construisent un futur. Il y a quelques mois, Émeric m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer de joie. Un jour, maman, je veux avoir des enfants et je veux être pour eux le père que j'aurais dû avoir, le père que papa aurait voulu que je sois. Mais surtout, je veux leur montrer que peu importe à quel point on tombe, on peut toujours se relever. Parce que tu me l'as montré. Assise ici maintenant, dans mon petit appartement au-dessus de l'ancienne boulangerie, je repense à tout le chemin parcouru, aux nuits terribles, aux décisions impossibles, à la douleur qui semblait sans fin. Et je réalise que chaque larme, chaque moment de doute, chaque seconde de souffrance, tout avait un but. Si vous êtes une mère qui regarde cette vidéo et qui traverse quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez ceci. Aimer n'est pas toujours dire oui. Parfois, l'amour le plus profond ressemble à une porte fermée, à une décision qui brise votre cœur mais sauve une vie. Il y a une différence entre abandonner quelqu'un et refuser de les regarder se détruire. L'une est de la lâcheté, l'autre est du courage. J'ai appris que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mais vous pouvez créer les conditions qui leur donnent la meilleure chance de se sauver eux-mêmes. Vous pouvez établir des limites. Vous pouvez dire non. Vous pouvez aimer quelqu'un de loin si être proche devient toxique pour vous deux. Et surtout, j'ai appris ceci. Le véritable amour maternel n'est pas celui qui sacrifie tout sans limite. C'est celui qui sait quand tenir bon et quand lâcher prise. Quand protéger et quand laisser tomber pour que l'autre apprenne à se relever seul. Mon fils n'est pas parfait. Il ne le sera jamais. Il lutte encore certains jours. Il a encore des moments de doute. Mais il est vivant. Il est sobre. Il se construit une vie dont il peut être fier. Et ça, c'est tout ce qu'une mère peut vraiment demander. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que cette histoire a touché quelque chose en vous. Peut-être que vous vivez quelque chose de similaire. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui traverse ça. Ou peut-être que vous avez juste besoin de savoir que même dans les situations les plus sombres, l'espoir existe. Alors je vous laisse avec ceci. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la codépendance. Le véritable amour, c'est quand dire stop, quand tracer une ligne, quand choisir la vie plutôt que le confort du statu quo. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser quelqu'un toucher le fond pour qu'il trouve enfin la force de remonter. Mon nom est Bérangère Lormier, j'ai 68 ans, je vis à Saint-Aubran, et je suis la mère d'un survivant. Pas parce que j'ai tout donné sans limite, mais parce que j'ai eu le courage de dire assez au bon moment. Et c'est la leçon la plus dure et la plus importante que j'ai jamais apprise. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour qui sauve, plutôt que l'amour qui détruit. Est-ce que vous auriez eu ce courage? Ce courage de fermer la porte à la personne que vous aimez le plus au monde pour peut-être la sauver? Je vous ai raconté ma vérité.
la plus difficile, la plus douloureuse. Celle que j'ai portée en silence pendant tant d'années, avant de comprendre qu'aimer ne signifie pas toujours dire oui. Parfois, l'amour le plus profond ressemble à un refus, à une porte verrouillée, à une décision qui déchire le cœur mais sauve une vie. Vous qui m'écoutez maintenant, vous qui avez peut-être vécu quelque chose de semblable, ou vous qui vivez peut-être cette même douleur en ce moment même, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas un mauvais parent, vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes quelqu'un qui se bat avec la question la plus difficile qui existe. Jusqu'où va l'amour avant de devenir de la destruction? J'ai appris que protéger quelqu'un ne signifie pas toujours le garder près de soi. Parfois, protéger quelqu'un signifie le laisser partir, le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever, le laisser toucher le fond pour qu'il trouve enfin la force de remonter. C'est la leçon la plus cruelle et la plus vraie que la vie m'ait enseignée. Alors je vous demande maintenant de partager avec moi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous ressentez après avoir entendu cette histoire. Auriez-vous pris la même décision que moi? Avez-vous déjà dû choisir entre votre propre survie et celle de quelqu'un que vous aimez? Votre expérience peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre qui marche dans l'obscurité en ce moment. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez. De quelle ville, de quel pays, de quel petit coin du monde. Parce que savoir que nous sommes des centaines, peut-être des milliers, à partager cette même douleur, cette même question impossible, ça rend le fardeau un peu plus léger à porter. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle a fait écho à votre propre vie d'une manière ou d'une autre, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toutes les histoires qui méritent d'être racontées. Pour toutes les vérités qui doivent être partagées, pour toutes les personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. L'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction déguisée en sacrifice. Le véritable amour connaît ses frontières. Il sait dire non. Il sait choisir la vie plutôt que le confort du silence. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de laisser quelqu'un affronter les conséquences de ses propres choix. Ma vie m'a appris qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Mais on peut créer les conditions qui lui donnent la meilleure chance de se sauver lui-même. On peut tracer des lignes. On peut établir des limites. On peut aimer quelqu'un de loin si être proche devient toxique pour vous deux. J'ai 68 ans. J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Mais j'ai gagné quelque chose d'inestimable. La compréhension que l'amour véritable exige parfois la séparation. Que la force réside non pas dans le fait de tout supporter, mais dans le fait de savoir quand dire assez. Alors partagez avec moi, commentez, abonnez-vous. Et surtout, si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, rappelez-vous ceci. Choisir de vous sauver n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage. Et parfois, c'est la seule chose qui peut sauver tout le monde.